Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Onyx. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le célèbre Moser 98K. Avant de commencer, je dois préciser certains points comme d'habitude. Bien qu'il s'agisse de quasi-armes, je parlerai de répliques pour plus de simplicité. Cette série de vidéos est réalisée en étroite collaboration avec le fabricant d'Enix, que je remercie infiniment pour son soutien, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous cacher les défauts rencontrés sur cette réplique. En effet, je vous fais des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. Alors de nombreuses personnes vont me demander, mais quel est l'intérêt d'avoir une réplique qui ne soit pas airsoft, donc qui ne tire pas, et qui ne soit pas une vraie arme neutralisée, avec une histoire. Effectivement, historiquement, il n'y a aucun intérêt. Ce bloc de métal et de bois n'aura pas d'autre but que de faire joli. Mais lorsque nos gouvernements pourront avoir interdit la possession d'armes neutralisées, eh bien peut-être qu'il ne restera que ce genre de réplique pour pouvoir montrer au public comment était la vie dans les années 40. Alors à qui dessiner ce type de réplique? Tout simplement aux collectionneurs qui désirent agrémenter leur collection sans pour autant dépenser un poumon, ou aux accessoiristes de cinéma et de théâtre qui préféreront utiliser une réplique comme celle-ci plutôt qu'une vraie arme devant un éventuel public. Alors après, il y a plein de choix en airsoft pour pouvoir acquérir cette réplique de Moser. À vous de voir si vous préférez la version d'Enix ou la version Airsoft. Alors d'Enix, c'est quoi? d'Enix est une entreprise espagnole fondée en 1967. Ils sont spécialisés dans la reproduction d'armes allant de l'Antiquité jusqu'à 1982. Ils sont leaders sur le marché et exportent dans une quarantaine de pays. Et concernant le catalogue Première et Deuxième Guerre, ils ont une quarantaine de références. Ils ont une chaîne YouTube, le lien est dans la description. Passons maintenant à la version du Mauser proposée par d'Enix. Le Mauser R290K de chez d'Enix est sorti il y a maintenant quelques années. Et vous avez été très nombreux à me la demander en vidéo. Mais je suis un bâtard, je finis l'année 2019 avec. Le véritable fusil fait 3,9 kg. La réplique fait 2,9 kg. Je crois que c'est devenu une habitude chez d'Enix d'enlever 1 kg sur le poids original pour leur réplique. C'est étrange quand même, hein, n'est-ce pas? La référence sur le catalogue est la référence 1146/C. Comme d'habitude, le /C correspond à ceci. Donc C pour sangle évidemment, c'est donc la bretelle qui est fournie avec la réplique. À changer de toute urgence. Non, sans déconner. C'est une bretelle de MP40 les gars. Effet dramatique, plus 10. Il vous faudra donc vous procurer une bretelle de véritable Moser. Donc ça se trouve sur eBay. C'est pas compliqué, la mienne m'a coûté une trentaine d'euros. De toute façon, je commence à être rodé entre toutes les répliques de Moser, de MP41 et de STG44 que j'ai. Je crois que je dois avoir une bonne dizaine de bretelles. Je suis fou, à chaque fois je rachète une bretelle par fusil. J'aime pas intervertir les éléments entre deux répliques. Ouais, pour une fois je parle de chiffres dans ma collection. Ça vous fait bizarre, hein? Ah, moi aussi. Donc c'est pas demain la veille que vous aurez une vidéo qui montre l'étendue de ma collection de répliques. Désolé. Par contre, en ce qui concerne l'étendue de la collection de répliques d'Enix, on va voir ce qu'on peut faire. Le prix recommandé par d'Enix pour cette réplique est de 226,26 €. Soit pour les joueurs de poker, un full O2 par les 6. Ouais, je sais, cette blague était tellement cheap. Bon, évidemment, vous pourrez la retrouver plus ou moins chère, suivant là où vous pourrez la trouver. Mais ne me demandez pas où. Chaque fois que vous posez cette question, un agent de chez Google se suicide. Ce serait con que Google ferme parce que vous allez poser les questions à moi plutôt qu'à Google. Ce serait dommage. Si par malheur vous démontez cette réplique et que vous ne vous souvenez pas comment la réassembler, sommairement j'entends, à ce moment-là je vous invite à découvrir la vidéo de remontage de ce fusil sur la chaîne de d'Enix. Ça a cette gueule-là, vous pourrez voir également le lien dans la description. Bon, ça reste simple, hein, évidemment, mais si jamais vous avez une crise d'amnésie, ça peut être utile. Le traditionnel marquage d'Enix Made in Spain sera présent sur le tenon de baïonnette. C'est con, il est en creux, cette fois c'est un petit peu compliqué de s'en débarrasser, à moins de prendre un coup de Dremel et d'araser carrément le tenon de baïonnette. Mais de toute façon, ce dernier ne servira à rien, puisqu'une baïonnette originale ne pourra pas être installée dessus, pour la bonne et simple raison que la tige de nettoyage est un peu trop épaisse. C'est dur de me retenir, hein. Ici, c'est une baïonnette en impression 3D avec une lame molle, aux côtes d'une originale, et ça ne passe pas. C'est con, ça! Et la baguette n'aura pas de creux pour pouvoir faire passer un éventuel chiffon. Dommage, là, c'est une grosse faute de réalisme. Hé hé, t'as ta baguette ouverte! Elle n'aura pas non plus de pas de vis à l'avant pour pouvoir
enquiller plusieurs tiges de nettoyage à la suite pour pouvoir nettoyer un canon complet. Et de toute façon, elle ne se démonte pas. Elle est indépendante de la partie à l'avant, mais elle ne se démonte pas comme ça. Il n'y a pas de vis à l'intérieur. Je ne sais pas comment elle tient. J'ai pas envie de tirer dessus. J'ai trop peur de la casser parce que ça respire pas du tout la solidité. Déjà, elle est un tout petit peu tordue. Donc si elle se comporte comme toutes les baguettes de nettoyage des répliques d'Airsoft, elle sera fragile. Comme toi. Continuons sur l'avant. Le protège-guidon est absent à l'origine. Ici, c'est un protège-guidon original que j'ai rajouté. L'adaptation est tout à fait possible. Je vous conseille juste avec une Dremel et un disque en diamant de pouvoir creuser un tout petit peu la tranchée qu'il y a sur le dessous du guidon pour que le protège-guidon tienne correctement sans qu'il n'y ait de jeu. Avec un protège-guidon, le look sera perfection. Bouh, vendu, tu minimises les défauts en donnant des qualités. Bah ouais, je fais pas de vidéo à charge, je passe autant de temps sur les qualités que les défauts. On continue en remontant, tout l'avant ici sera monobloc. Ici nous avons une goupille sur le dessus du canon. Ne me demandez pas à quoi elle sert, j'en sais rien, je ne sais même pas comment la démonter, si elle est démontable. Pas possible de démonter le ressort de l'embouchoir ici, il est complètement fixe. Et j'ai même le pressentiment que toute cette partie à l'avant est moulée d'un seul bloc. Pas possible pour vous, messieurs les gauchers, de pouvoir intervertir la grenadière ici pour la passer en position gaucher. De toute façon, les gauchers à l'époque n'existaient pas, ils étaient forcés de tirer comme les droitiers. La hausse ici sera mobile, mais le curseur sera fixe, bloqué à 100 mètres, comme sur la STG-44 en fait. Mais la prise de visée sera tout à fait agréable et réaliste. Là j'avoue, c'est bien fait. Nous passons au tonnerre. Peut-être est-ce un tonnerre breton? 1000 tonnerres de Brest. Non, c'est pas un tonnerre breton. Un tonnerre breton aurait été parfait. Ici, il manque les marquages. Et oui, il a fallu que je rajoute les miens. J'ai donc choisi de prendre un Moser de 1939. Après, c'est à vous de voir exactement la date que vous voulez mettre, mais il va falloir prendre en compte l'embouchoir, le modèle en H, donc début de guerre, la plaque de couche enveloppante, apparue à partir du 29 décembre 1939, et le fait que nous sommes sur un bois qui devrait symboliser du noyer. Mais après, il pouvait arriver que des fusils de 1938, par exemple, se retrouvent avec d'abord une crosse en noyer, puis une autre crosse en noyer, suite à une maintenance par exemple, où cette fois ils auraient mis une plaque de couche enveloppante. Donc voilà, tout ceci pour dire que j'ai choisi de le mettre en 1939. Et aussi parce que j'ai pas les lettres minuscules pour faire du BIF 41 par exemple. Adaptation, improvisation. J'ai rajouté tout un tas de marquages. Les marquages sur le tonnerre, les marquages sur le côté avec un numéro de série et un Waffenamt, un marquage de numéro sur le dessus du levier d'armement, deux Waffenamt sur le côté de la crosse, et pour finir sur la plaque de couche, j'ai pu rajouter le numéro de série, et j'ai essayé de frapper un Waffenamt, mais la plaque de couche est un petit peu plus dure que le reste, donc j'ai eu du mal à la taper. C'est donc pour ça qu'il y en a certains qui t'appellent tapette, c'est parce que t'arrives pas à taper correctement. Et après avoir frappé ces marquages, j'ai rebronzé, bien évidemment. Par contre, j'ai décapé l'œillet de démontage du percuteur, qui est moche, soit dit en passant. Pour ce faire, il a juste fallu que j'utilise de la laine d'acier pour virer le bronzage. Après, j'ai volontairement rajouté des rayures au papier de verre, puisque cette partie-là prend pas mal avec le fusil, elle est en relief. Mais du coup, si vous avez l'occasion de changer cet œillet par un vrai, faites-le, ça peut être que mieux. Maintenant, nous allons passer au gros point noir de cette réplique. La culasse. On va commencer par la sûreté. Elle ne fonctionne pas, en fait. Si vous voulez armer la sûreté, il va falloir ouvrir la culasse, tirer le percuteur volontairement, puis avec votre autre main, vous engagez la sûreté. Et après, vous pouvez refermer la culasse tout à fait normalement. Ce qui, normalement, dans cette position-là, ne devrait pas être possible. Et là, ça fonctionne correctement. Et il ne se passe rien. Bravo. Mais regardez la longueur qu'il faut déployer pour que la sûreté fasse son effet. Quand je la remets à l'état initial, boum, là on perd facilement 1 cm. Donc là, ce sera pas possible de la réengager. Mais par contre, ce levier pourra être mis dans toutes les positions. Comme ta sœur. Et par contre, le levier de sûreté a un jeu de ouf. Trouver une solution en mettant un bout de pâte à fixe, je sais pas, mais... là, c'est juste pas possible. L'éjecteur est mobile, mais complètement inutile. Enfin, à moitié, on va dire.
Ça permettra certes de retenir la culasse pour éviter qu'elle ne se barre, mais si vous voulez enlever la culasse, il va falloir démonter l'éjecteur, comme ta sœur. Et enfin, on finit avec le top du top, le levier d'armement, qui a une courbure absolument dégueulasse. Regardez-moi ça, c'est immonde, mais pourquoi vous avez fait ça les mecs? Par contre, n'essayez pas de retordre correctement la culasse, parce que déjà de base, c'est très mal amorcé. On peut voir une vraie culasse ici par rapport à celle-là. Non, c'est pas rattrapable. Là, il faut limite fondre et remouler correctement. Parce que si vous essayez quoi que ce soit là comme ça avec cette culasse, ça va forcément casser. La seule solution que je pourrais avoir, c'est d'adapter un vrai levier de culasse, mais là, c'est du bricolage extrêmement lourd. Comme ta sœur. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que contrairement à certains modèles Airsoft façon Moser 98K de chez SNT, ici, le percuteur bougera lorsqu'on appuiera sur la détente, faisant au passage bouger le reste de la culasse. Petite particularité que je trouve sympathique personnellement, c'est que contrairement au modèle Airsoft, ici, nous n'avons pas de rails pour une éventuelle ZF41. Honnêtement, je trouve ça cool, parce que les rails, à l'époque, il n'y en avait pas des masses, voire même très peu. Alors évidemment, tous les modèles Airsoft ont un rail pour pouvoir après vendre une lunette pour aller avec. Évidemment, pas con les mecs, hein. En conséquence, la forme du bois épouse correctement la forme du corps du fusil. Je n'ai pas pu m'empêcher de retravailler le bois d'origine avec ma fameuse poudre magique couleur merisier. La couleur d'origine n'était pas dégueulasse, donc j'aurais très bien pu la garder, surtout pour imiter du noyer, mais finalement, j'ai pas pu m'empêcher de le modifier. Après, on a différentes teintes qu'on retrouve là, c'était pas forcément volontaire, mais ça donne un certain charme, au moins on voit qu'il a servi. Et pour finir avec cette réplique, j'en ai profité pour rajouter des fausses cartouches à l'intérieur. Ça, on peut pas faire ça avec les Airsoft. Là, il y a un gros point positif. Bon, par contre, il faut que vous trouviez les bonnes cartouches, évidemment. Mais là, j'ai mis du 7,92, neutralisé évidemment, que j'ai mis dans le magasin qui a un fond très haut, puisqu'en fait, c'est directement le bois. On n'a pas de vrai magasin qui est relié en bas. Après, vous pourrez éventuellement, si vous êtes vraiment courageux, creuser pour pouvoir rajouter une planchette élévatrice, sauf qu'en fait, ça sert à rien, puisque vous n'allez pas pouvoir chambrer la cartouche. La chambre ici est creuse, pas suffisamment pour une cartouche de 7,92, le canon lui est plein. Je parierais même qu'on n'a pas de canon à ce niveau-là, que ça s'arrête là pour reprendre là. Je l'ai pas démonté mais je le sens. J'ai donc placé des cartouches dans le fusil. Tu as enfermé des cartouches parce que ce sont des femmes? Tu es dégueulasse! C'est de la cartouchophobie! Porc! Bon, par contre, comme le fond du magazine est plat, il a fallu que je simule avec de la pâte Patex le fait que nous ayons des cartouches en quinconce, donc une qui sera plus haute que l'autre. Il a fallu au passage, avec là aussi de la Patex, bloquer à l'avant et à l'arrière sous le corps, puisque nous avons un petit espace dans lequel peut s'engouffrer la tête de la cartouche. Donc c'est un coup à ce que ça se balade dans tous les sens. Avec du bruit évidemment. Et là c'est suffisamment haut pour être vu, mais suffisamment bas pour que je puisse refermer la culasse sans engager une cartouche. Oh Néoseo 35, tu fais les choses tellement bien. Je sais Isilda. Sans moi, le monde est perdu. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Enix, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore Denix pour son soutien, sans qui cette série de vidéos n'aurait pas été possible. Mais si vous aussi voulez me soutenir, mes pages Tipeee et MyTip sont disponibles dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, d'uniforme et de VIP. Salut!